Alors bonjour, le talk sera en français, mais les slides seront en anglais. Donc je m'appelle Sébastien Andrivet, je viens de Suisse, de Genève. Je suis spécialisé dans la sécurité, surtout sur mobile et sur du forensique. Je suis aussi développeur et cyberféministe et activiste, mais ça c'est un autre sujet. Donc je vais vous parler du e-voting, je vais vous expliquer comment se passe le e-voting en Suisse, plus particulièrement à Genève. Vous décrire le processus, je vais vous montrer comment ça se passe. Ensuite, vous parler de quelques-unes des découvertes que j'ai faites, des petites choses que je trouve amusantes. Et puis ensuite, je vais vous montrer une attaque avec, si ça marche, j'ai quelques problèmes, mais peut-être une démonstration. Ah, on ne voit pas bien, mais voilà. La Suisse est un pays donc, au milieu de l'Europe. Et en Suisse, on a du chocolat, on a des couteaux suisses, on a des coucous, des montres. Et plus important, on a des banques avec beaucoup d'argent. La plupart du temps, c'est votre argent ou l'argent de vos ministres ou des choses comme ça. Donc, je profite de l'occasion pour vous remercier. Et le système de e-voting dont je vais parler, il a été développé par le canton de Genève. La Suisse est un pays fédéral avec plusieurs États. Et donc, ça a été développé par Genève qui se situe ici, mais qui est utilisé aussi par Berne, Lucerne et Bâle-Ville. La Suisse est une démocratie semi-directe. Semi-direct, ça veut dire qu'on a un parlement comme en France avec 2 chambres, mais on a aussi le peuple en fait a le dernier mot sur pas mal de choses, sur les traités internationaux, sur la modification de la Constitution. Il y a un droit d'initiative et le résultat de tout ça, c'est qu'on vote beaucoup, on vote à peu près tous les 3 mois. Le vote, en fait, c'est régi par des lois fédérales et cantonales, mais c'est chaque canton qui décide de comment pratiquement faire le vote. Et à Genève, on a 3 possibilités de vote. On peut voter donc classiquement dans un bureau de vote. On peut voter par correspondance. Je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble après. Et on peut voter par Internet. Alors, j'ai mis en gras le vote par correspondance parce que c'est important pour le vote par Internet. Le vote par Internet, on ne va pas chercher une sécurité maximum. On ne va pas chercher à atteindre le niveau de sécurité du vote dans un bureau de vote. On va plutôt chercher le même niveau de sécurité que le vote par correspondance. Et le vote par correspondance, il y a des attaques possibles. Il suffit de prendre le courrier dans la boîte aux lettres ou des choses comme ça. Donc le but, ce n'est pas d'avoir une sécurité parfaite, etc. Mais bon, quand même, il faut un certain niveau de sécurité. Alors le e-voting à Genève, ça existe depuis 2003. C'est toujours expérimental. Là, j'ai mis que ça a été utilisé pour 20 référendums et 5 élections. En fait, je crois que c'est plus que ça. Mes chiffres datent un petit peu. Alors, c'est fait à Genève, mais c'est sous supervision de la Confédération. Et depuis 2009, le e-voting, comme moyen de vote, est inscrit dans la Constitution de la République canton de Genève. Ça a été approuvé par plus de 70% des votants. Donc les gens s'intéressent à ça, mais on verra que ça c'est en théorie et dans la pratique, ce n'est pas aussi vrai que ça. Alors voilà, comment ça se passe concrètement? On reçoit une enveloppe par la poste et c'est un peu un paquet tout en un, on peut tout faire avec. Alors dans cette enveloppe, on trouve des brochures. Alors on a une première brochure rouge, parce que là c'est fédéral dans ce cas précis, où on a les explications du gouvernement, les explications des gens qui sont pour, les gens qui sont contre. Une deuxième brochure qui explique le processus de vote concrètement, et puis les prises de position des différents partis ou des lobbies, des groupes de pression. Ensuite, on a un bulletin de vote, donc un bulletin classique, avec les questions, on coche oui, on coche non. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a ces petits carrés là. Donc c'est visiblement une lecture qui se fait optiquement, c'est automatisé. Et puis on a cette enveloppe bleue. Donc si on veut voter par correspondance ou on veut voter dans un local de vote, on met son bulletin de vote dans l'enveloppe bleue. On renvoie ça par la poste. Et on a aussi une carte de vote.
Alors la carte de vote, elle sert aussi pour les différents types de vote. Donc si on vote au local de vote ou par correspondance, on doit mettre sa date de naissance, on doit signer. Et puis, que je sache, parce que je ne l'ai pas dit, mais moi je n'ai rien à voir en fait avec l'État de Genève ou j'ai rien à voir avec les gens qui ont fait ce système. J'ai étudié ça pour moi-même en tant que citoyen. Et que je sache, en fait, de temps en temps, ils prennent des cartes de vote, puis ils vérifient si la signature est correcte et si la date de naissance est correcte. Voilà, c'est une sécurité qui vaut ce qu'elle vaut. Et puis, on a une partie sur le côté qui est réservée au vote par Internet. Alors, on a différents éléments sur cette partie. On a une URL en HTTPS. Il n'y a pas de HTTP. Il y a un numéro de carte de vote qui est différent pour chaque carte de vote. Il y a un code de contrôle qui est différent pour chaque carte de vote aussi, pour chaque votant et pour chaque élection. On a un mot de passe qui est caché, qu'il faut gratter pour découvrir. Et on a des empreintes numériques, donc c'est les mêmes empreintes, enfin c'est une en MD5, une en SHA-1. Voilà, et avec ça, on peut voter. Donc pour voter par Internet, on se connecte, on ouvre son navigateur, on tape l'URL et on est sur une page de ce style-là. Alors je ferai une démonstration après. C'est un petit peu long le chargement la plupart du temps. Alors là, j'ai fait le test sur Safari, donc c'est du Java. Et on a un premier petit souci sur Safari, c'est que Java n'est pas activé par défaut. Donc on autorise l'applet Java. Et on a cet écran qui apparaît. Donc ça, c'est normal. Ça indique qui a publié l'applet. Donc voilà, on vérifie que c'est bien République et Canton de Genève. On fait Run. Tout est normal. Et puis, depuis quelques temps, on a cet écran-là qui arrive. Alors là, ça, c'est déjà moins normal. C'est peut-être un petit peu petit, je ne sais pas si vous voyez. Mais bon, ça dit en fait qu'il y a des problèmes de sécurité. Alors, en haut, c'est sur Safari. Et puis ici, c'est sur Internet Explorer, sur Windows 8, je crois. Voilà, donc bon, c'est assez classique comme problème. Alors, on fait Don't Block, on continue. Et on arrive sur une page d'identification. Et là, on doit simplement rentrer le numéro de la carte de vote, donc le chiffre que j'ai montré avant. Là, on est sur un écran avec des rappels, un rappel légal, voilà, qu'il ne faut pas usurper l'identité de quelqu'un, qu'il ne faut pas voter plus d'une fois, parce qu'on peut voter par correspondance et par Internet, donc il ne faut pas voter deux fois. Normalement, il vérifie, mais en tout cas, légalement, on n'a pas le droit. On ne peut pas détourner, soustraire. Bon, on risque pas mal de choses, c'est pénal. Ce qui aura quelques incidences sur ce que je vais vous montrer après. Voilà, puis après, on arrive à l'équivalent du bulletin de vote papier. Et puis, on a donc les questions, et puis les cases à cocher, oui, non, et un bouton continuer. Donc, on appuie sur, enfin, on vote. Voilà, j'ai voté oui pour la première, non pour la deuxième. Et on appuie sur continuer. Alors là, on a une page de récapitulation avec des éléments. Donc il y a deux parties. Il y a une partie récapitulative en haut et une partie authentification en bas. Et puis on a cette image. Voilà, donc là j'ai agrandi, j'espère qu'on le voit bien. Donc en fait, ce TBMK, c'est le code de contrôle qui était sur la carte de vote, qui n'est que sur la carte de vote. Et puis, en surimpression, on a ce qu'on a voté, oui ou non. Et puis, ça, c'est le numéro de la question. CH, c'est pour, je pense, Confédération helvétique, parce que dans ce cas précis, c'est une votation fédérale. Voilà. Une fois qu'on a vérifié, donc le votant est censé vérifier que le code de contrôle est le bon. Donc, comme ça, il est sûr que ce qui va être envoyé ou ce qui a été envoyé au serveur, c'est bien ce qu'il a voté. On rentre son mot de passe, on rentre sa date de naissance et puis la commune d'origine. Et puis, il y a un autre élément là-dessus. Il n'y a pas d'équivalent sur la carte de vote papier. Sur le bulletin de vote papier, on a un bouton modifier. Voilà. Moi, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a un peu intrigué. J'ai trouvé quand même bizarre qu'on puisse modifier son vote. Alors, on essaye. Voilà, cette fois, je vote oui, les deux fois.
On continue, donc on a toujours le même système, le code de contrôle. Donc là, oui et oui. On remplit les informations, la date de naissance, etc. Et on a une confirmation. Et on a toujours le même principe. Donc on a ce code de contrôle en bleu. Et puis en surimpression, en noir, alors là, ils ont mis, en fait, c'est la date du serveur. Ben, je ne sais pas trop pourquoi ils ont tenu à afficher la date du serveur, mais bon, voilà. Donc, ça doit être une manière de vérifier. Voilà, donc là, j'ai voté. Mais malgré les précautions qui sont prises, malgré le fait qu'il y ait quand même quelque chose de physique, hein, il y a cette enveloppe, il y a ce code de contrôle qui n'est connu normalement que de celui qui reçoit l'enveloppe et du serveur. Est-ce qu'on est sûr de ce qu'on a voté? Alors si on regarde un petit peu comment ça marche, donc ils utilisent une applet Java. En fait, il y en a plusieurs. Il y en a une qui sert juste pour la détection de la version de Java. Il y en a une qui est cachée dans un frame et qu'ils ont appelé Secure Channel. Et puis il y en a une aussi pour les images, mais il y a eu plein de versions. Moi, j'étudie ça depuis 2010, en fait. Depuis 2010, à chaque fois qu'il y a une nouvelle élection ou quelque chose comme ça, je regarde. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit utilisé, en fait, la troisième. Ça utilise aussi un petit peu un ActiveX de Microsoft. Ça, c'est pour aussi vérifier la version de Java. Et puis, c'est un mélange de JavaScript, d'Ajax et puis de génération dynamique de code HTML, ce qui aura une grande importance après. Et puis, quand j'ai voulu étudier ça, j'ai un peu cherché de la documentation et il se trouve qu'on trouve pas mal de documentation publique. Donc ça, c'est un extrait d'un document public de l'État de Genève qui explique, on part du numéro de la carte de vote, on fait un hash avec un certain cell et une certaine itération, et puis ça calcule des clés, etc., etc. Donc quand on lit un peu tout ça, le résumé, en fait, c'est qu'ils utilisent un protocole Diffie-Hellman pour un échange de clés. Ils utilisent du SSL, mais également avec un certificat client, et avec une authentification mutuelle. Par contre, ce qui est un petit peu curieux, c'est le certificat client, y compris la clé privée, est généré côté serveur. C'est généré côté serveur, c'est envoyé au client, et ensuite, c'est ce certificat-là qui va être validé par le serveur. Moi, j'ai étudié d'autres systèmes un peu similaires, mais plus dans le domaine bancaire. En général, la clé privée est générée sur le client. Et puis, il y a une synchronisation de clés publiques ou des choses comme ça. Mais bon, voilà. Enfin, ce ne sera pas très important pour la suite. Il y a du HMAC, il y a plein de choses comme ça. Alors voilà, je voulais aller un peu plus loin, hein, vraiment comprendre. Puis moi, j'avais l'impression qu'on arrivait à faire quelque chose avec tout ça. Mais bon, il était hors de question de faire des tests sur l'infrastructure de l'État de Genève. Hein, comme je l'ai dit, moi, j'ai absolument rien à voir avec ce projet-là. Et puis, le souci aussi, c'est que les serveurs ne sont ouverts que quand il y a une élection ou une votation. Ce ne serait pas très gentil de leur envoyer des données bizarres lors de mes tests. J'ai aussi besoin d'avoir une vue sur le serveur pour être sûr de ce que je fais, pour pouvoir débugger. Et puis, vous avez vu les rappels concernant les dispositions légales. Voilà, ce ne serait pas très légal et c'est pénal. Donc, il vaut mieux pas trop jouer avec ça. Donc, j'ai recréé mon propre système de e-voting. Alors, très, très schématiquement, donc voilà, j'ai mon propre navigateur, hein, j'ai l'applet de e-voting, j'ai introduit mes propres paramètres, j'ai mon propre réseau privé, mon propre DNS et mon propre serveur de e-voting. Alors, j'ai mis minimal, mais c'est ça qui m'a donné le plus de fil à retordre. Ça m'a pris des mois pour arriver à faire ça parce que voilà, il faut tout faire en aveugle, juste en ayant quelques données, quelques informations publiques et puis en regardant comment ça a l'air de marcher. J'ai fait ça un peu comme un hobby, donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps. Hein, je vous ai dit, j'étudie ça depuis 2010. Mais oui, j'ai fait aussi l'erreur au départ, je ne sais pas pourquoi, mais je suis parti sur de l'ASP.NET. Et puis de l'autre côté, c'est du Java. Voilà, ça fait plein de problèmes d'interopérabilité. Donc maintenant, je suis plutôt sur du Java et du Spring. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis, j'ai développé mon propre virus. Donc c'est un proof of concept, hein,
pour, une fois que j'ai Slab, une fois que c'est en environnement de vote, pour essayer de manipuler le vote. Alors si on étudie un petit peu les choses, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des petites choses que moi je trouve amusantes. Le site web, il a un JavaScript. Et puis, voilà, il y a un monsieur, Olivier Leclerc, qui apparemment trouvait très intéressant de mettre son nom dans les sources. Voilà, puis il a l'air d'être assez fier de ce qu'il a fait. Ce qui aussi m'a un peu surpris, en fait, si on lit bien le code JavaScript. Donc, en fait, ça teste si on a Internet Explorer. Et puis, si on lit le commentaire, ça parle de Mac. Et on voit qu'il vérifie si aussi on a un Macintosh. Voilà. Mac, Internet Explorer, enfin, ça a existé à une époque. Alors, peut-être qu'il y a encore des gens qui ont des dinosaures. Mais bon, ça m'a un peu surpris quand même de quelque chose de si ancien qui reste là-dedans. Après, si on continue, l'applet Java, bah, c'est un point jar. Un point jar, c'est juste un zip. Donc, on peut dézipper. Hein. Je ne considère pas que c'est du reverse engineering. Hein, on ne fait que dézipper. Et puis, on tombe donc sur une liste de classes. Donc, les points classes, bah, c'est du binaire. Hein, c'est du Java compilé, du bytecode. On voit qu'on a des A.class, A majuscule .class, etc. Donc ça, c'est assez typique de l'offuscation. Ça ressemble à quelque chose comme ProgWard ou voilà, quelque chose d'assez similaire. Alors pour pouvoir faire ça, on est obligé de faire ça sur un système de fichiers qui accepte d'avoir à la fois un A en majuscule et en minuscule. Hein. C'est par défaut, la plupart des systèmes de fichiers préservent les minuscules majuscules, mais par contre, pour eux, c'est la même chose. Voilà, ça c'est juste un petit détail. Et puis, qu'est-ce qui se passe en fait si on fait une simple commande strings sur tous ces points classes? Voilà, c'est offusqué, mais ce n'est pas non plus chiffré. Voilà, et on tombe là-dessus. Donc, ça ne se voit pas forcément tout de suite, mais on tombe sur fuck. Voilà, ça, voilà, fuck, bon, c'est pas très grave, mais bon, c'est quand même fait par un État. Ils essayent de le vendre à l'étranger. Moi, je me suis dit, mais ils n'ont jamais audité. C'est même pas un audit de sécurité, juste un audit de qualité. Moi, je ne pense pas que ça passerait. Voilà, juste ça, c'est une private joke que Focus n'est pas la même chose que fuck. Voilà, donc ça, c'est les petites choses que j'ai trouvées amusantes. Mais voilà, on passait des choses un petit peu plus sérieuses. Dans tout système, un point central, c'est le code de contrôle. Donc dans ce cas-là, c'est le TBMK, hein, donc qui est différent pour chaque carte de vote, pour chaque votant et pour chaque vote. Et pour arriver à manipuler le vote, il faut quelque part arriver à casser ce code de contrôle. Alors la première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est une image. C'est deux couleurs. Voilà, c'est pas très difficile de séparer les couleurs. Alors sur le TBMK, on a des blancs, mais les lettres, elles ne sont pas déformées, donc c'est assez facile de faire de la reconnaissance d'image. Voilà, c'est la première idée. Et puis je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen en fait d'attaquer? Alors en fait oui, et pourquoi? Parce que normalement, quand on a un système comme ça, où on a un composant out of band, on a un code de contrôle qui n'est pas transmis par Internet, qui est transmis par la poste, qui est transmis par un autre moyen, ça apporte normalement un niveau de sécurité qui peut être suffisant. Alors après, on peut questionner le fait qu'il n'y a que 4 digits, voilà, ça fait, je sais pas, 26 puissance 4 possibilités. C'est pas énorme, mais bon. Mais ils ont fait plusieurs erreurs. La première erreur, c'est qu'on peut changer son vote. La deuxième erreur, c'est qu'on peut changer son vote et on a déjà vu le code de contrôle. Il y a le même code de contrôle que ce soit pour oui ou pour non, et c'est le même code de contrôle pour toutes les questions. Voilà, donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'exploiter ces erreurs pour faire quelque chose? Alors, le principe de l'attaque qui est fait par mon virus, hein, donc je suppose qu'il y a un moyen d'infecter la machine de la personne ou qu'elle est déjà infectée. Il faut faire une attaque, soit par social engineering ou des choses comme ça. Ça ne me semble pas complètement infaisable. Et le malware, en fait, il va prendre le contrôle, donc soit de l'applet Java, soit du navigateur,
j'ai un peu essayé, j'ai joué avec les deux possibilités. Donc prendre le contrôle de Java, ben, c'est le faire un peu comme ce que fait JavaSnoop. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, mais c'est un outil très intéressant qui utilise l'instrumentation dans Java. Avec les versions récentes de Java, c'est un petit peu moins facile à utiliser, mais bon, le principe reste le même. Ou alors, on peut attaquer le navigateur et attaquer le JavaScript en utilisant quelque chose similaire à GreaseMonkey ou NinjaKit, qui sont des systèmes on va dire de plugins dans les différents navigateurs. Donc NinjaKit, ça c'est pour Safari. Alors moi, je me suis beaucoup inspiré de NinjaKit. Je n'ai pas utilisé NinjaKit, mais quelque chose qui est très très proche. Et le principe de l'attaque, c'est quand le votant va cliquer sur voter, ben, on va changer le comportement du JavaScript et on va modifier le vote. Et on va faire ça de façon cachée. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Et ensuite, une fois qu'on a tout, on a le récap, tout ça, on continue normalement, ni vu ni connu. Voilà, donc je vais vous faire une petite démonstration. Voilà, j'espère que ça va marcher, sinon j'ai une vidéo qui fait la même chose. Alors, l'écran est un peu petit. On va pas voir grand-chose. Je vais voir si je peux changer la résolution. Ok, c'est déjà mieux. Alors derrière, c'est un petit serveur en Spring, hein. Et puis, donc ici, j'ai l'équivalent de l'urne électronique. Ça me met simplement le nombre de votes oui et le nombre de votes non pour chaque question. Alors, je vais me connecter. Donc, évidemment, j'ai changé toutes les URL, etc. Alors, le projet, je l'ai appelé eBritney. Pour ceux qui me connaissent, il y a toujours Britney quelque part. Voilà, donc là, c'est en train de charger l'applette. C'est un petit peu long. Je vais juste... Là, on croise les doigts pour que ça marche. Des fois, c'est rapide, des fois, c'est lent, ça dépend. Voilà, donc là, on a le fameux warning de sécurité. Donc, j'ai le même, hein, j'ai le même système. Voilà. Et puis, comme je suis un peu feignant, bah, j'ai déjà rempli le numéro de carte de vote, hein, mais bon, dans mon système, en fait, mon lab, ça n'a aucune importance, hein, j'accepte tous les numéros de carte de vote. On a le rappel légal. Oui, aussi une petite chose, hein, donc voilà, j'ai modifié toutes les images, les noms de domaine, etc. Je ne veux pas qu'on puisse m'accuser d'utilisation sans droit d'image ou de choses comme ça. Et puis donc alors c'est un peu petit. Alors donc voilà, j'ai l'équivalent du bulletin de vote. Donc par exemple, j'ai voté oui pour la première et non pour la deuxième. J'ai quand même essayé de changer les résolutions de l'écran. Non, pas comme ça, un petit peu plus. Allez, on va essayer comme ça. Super. Voilà, parce qu'autrement, on ne verra pas bien. Voilà. Donc, je fais continuer. Alors, j'ai modifié mon proof of concept, hein, et puis là, je vais afficher les choses.
il y a des frames cachés, des choses comme ça. Donc là, je vais les afficher pour qu'on puisse voir ce qui se passe. J'ai aussi des alertes. Alors, donc là, j'ai mon code de contrôle. Donc, on voit que j'ai voté oui et non. Donc, voilà, comme dans un vote normal. Dans mon proof of concept, donc, je n'ai pas besoin de remplir le mot de passe ou des choses comme ça. Et je vais donc faire voter. Voilà. Et là, en fait, par JavaScript, dynamiquement, je vais créer un iframe qui apparaît ici. Voilà. Et je demande au serveur, en fait c'est comme si j'appuyais sur modifier le vote. Alors, il n'y a pas les cascading style sheet, etc. Je ne me suis pas embêté avec ce genre de choses. Et puis là, je me retrouve avec à nouveau un bulletin blanc. Et puis, par JavaScript, je vais voter oui et oui. J'envoie ça au serveur de e-voting. Je me retrouve avec un autre récapitulatif oui et oui, mais qui est caché. Le votant ne voit pas. Et puis, je vais envoyer les informations, donc le mot de passe et toutes ces choses-là que je peux récupérer de ce que l'utilisateur a rentré. J'envoie tout ça au serveur et je me retrouve avec le code de confirmation. Voilà. Et puis, donc là, avant, j'avais pas de vote. Puis si je rafraîchis, j'ai oui et oui. Le serveur, il a reçu oui et oui, alors que la personne, elle pense avoir voté oui et non. Je ne sais plus ce que j'avais choisi, mais en tout cas, ce n'était pas oui et oui. Alors, ce qui m'intéresse, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est une attaque sur le principe même. C'est pas une attaque, c'est pas un buffer overflow, c'est pas un cross-site scripting. Donc, il y a aussi ce genre de choses dans le système de e-voting. Mais voilà, là, c'est vraiment sur le principe lui-même, ce qui est aussi plus grave et plus compliqué à corriger. Voilà. Il y a aussi la question de savoir est-ce que c'est détectable. Alors peut-être que c'est détectable parce qu'il y aurait une proportion anormalement élevée de gens qui auraient changé d'avis, mais est-ce que les gens ne changent pas d'avis naturellement? Moi, je ne sais pas comment les gens votent. Et puis, on peut modifier l'applet pour faire en sorte de mimer un comportement de masse. Voilà, moi, ça ne me paraît pas très détectable. C'est détectable sur la machine des personnes, mais ça me paraît difficilement détectable par les autorités du côté de leur serveur. Alors, est-ce que c'est un problème nouveau? En fait, un petit peu, mais ce qui m'a assez surpris, c'est que j'ai découvert un document toujours public de 2002 du docteur Rolf Oppliger. C'est un document qui a été une étude qui a été demandée par l'État de Genève. Donc en 2002, le e-voting a commencé en 2003. Et cette personne, donc on trouve assez facilement sur Internet en français et en anglais, et cette personne décrit exactement comment il faut concevoir le système de e-voting. Et il parle de tous ces problèmes de code, de ne pas utiliser le même code, etc., etc. Et pour une raison que je ne comprends pas, quand l'État de Genève a mis en place le système de e-voting, ils ont fait quasiment le contraire. Et je n'ai pas trouvé de document qui explique pourquoi ils n'ont pas suivi les recommandations de cette personne. Je me suis dit aussi, il n'y a jamais eu d'audit, c'est pas possible. Déjà, moi, le mot fuck, je ne vois pas comment il a pu passer. Et puis, si, en fait, ça c'est aussi l'avantage des administrations, c'est qu'il y a pas mal de données publiques. Et donc, il y a eu 2 audits. Il y a eu 2 audits l'année dernière. Un premier audit par la société SCRT et un deuxième audit par la société Kios. Donc SCRT, c'est du côté de Lausanne et Kios, c'est à Genève. Je ne connais pas Kios spécialement, un petit peu, mais pas plus que ça, mais je connais assez bien la société SCRT. Alors eux, ils ont eu un mandat sur l'infrastructure, et puis Kios a eu du code review à faire. Et les rapports sont partiellement publics, mais en tout cas les conclusions sont publiques, et puis grosso modo, ça dit que tout va bien. Je me suis dit, mais voilà, comment c'est possible? SCRT, je les connais, je ne les connais pas tous un par un, mais moi, de ce que je sais, c'est des gens c'est des vrais professionnels, ils travaillent bien. Vraiment, il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Donc, j'ai continué à chercher. Donc voilà, ça, c'est les rapports, en fait. Donc ici, on a le rapport donc, du gouvernement genevois au Parlement genevois à propos des tests d'intrusion, etc.
Et puis là, on a les rapports de Kios et de SCRT. Et puis, il y a un moment donné, en fait, dans les documents publics, on trouve quel est le scope des audits. Et on tombe sur quelque chose d'intéressant. C'est hors périmètre, application cliente, code malicieux, man in the browser, man in the middle, etc., etc. Voilà, exactement ce que moi j'ai exploité. Et ce qui est vraiment très bizarre, c'est que quand on lit toutes les études qui ont été faites avant, donc soit commandées par l'État de Genève, soit d'autres études faites par d'autres personnes, le risque majeur dans ce genre de système, où ce n'est pas une machine à voter, hein, on vote depuis son propre PC, le risque majeur identifié, c'est toujours le poste client. Voilà, donc pourquoi mettre ça hors périmètre? Et puis, bon, en plus, ils ont fait des erreurs, hein, voilà, des erreurs qui sont quand même pour moi des erreurs assez énormes. Alors, il y a d'autres erreurs, hein, il y a d'autres choses qui sont, voilà, qui sont pas optimum. J'ai pas le temps d'en parler, et puis il y a des choses, c'est un petit peu, voilà, on peut pas parler de tout lors d'une conférence comme ça publique, mais il y a des problèmes avec la façon dont j'utilise le CEL sur la dérivation de clés. Il y a possibilité de précalculer des tables, la façon dont ils utilisent le JavaScript, etc. Pour ce qui est du CEL, par exemple, c'est des erreurs de débutants. Donc si je résume, en fait, depuis 2002, ils savent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire pour un système de e-voting, mais ils ont décidé de faire le contraire. Ils ont introduit ce bouton modifier vote. Sans ce bouton, ce serait un petit peu plus difficile de faire une attaque. Et puis, ils ont enlevé donc la partie cliente du scope des audits. Alors, c'est clair que quand on ne cherche pas là où il faut chercher, on ne trouve rien. L'autre question aussi par rapport au e-voting, c'est est-ce que ça sert à quelque chose? Un des buts de l'e-voting, c'est d'augmenter le nombre de votants. En Suisse, on vote beaucoup, hein, je vous ai dit à peu près une fois tous les 3 mois. Donc on est à peu près à 40% de participation quand ça va bien. Donc les choses sont décidées par une minorité de la population. Et le e-voting, un des buts de e-voting, c'était d'augmenter le nombre de votants. Et voilà, ça c'est un article de journal assez récent et qui montre en fait que non, en fait, il y a un déplacement des gens qui votaient par correspondance et qui se déplacent vers le vote électronique, mais ça n'augmente pas le nombre de participants aux votations. Alors il y a d'autres exemples de e-voting, hein, j'en ai mis juste un parce qu'il concerne Paris. Voilà, c'est quand même un système assez différent parce que si j'ai bien compris, en fait, là, il n'y avait pas d'éléments physiques externes, il n'y avait pas ce code de contrôle à out of band. Il fallait juste, si j'ai bien compris, connaître juste des données publiques à propos d'une personne, payer je ne sais pas combien avec une carte de crédit, et on pouvait payer avec la carte de crédit quelqu'un d'autre, et on arrivait à voter à la place de la personne. Et puis ça, c'est une votation plus ou moins privée. Ce n'est pas une votation publique. C'est interne à un parti, alors que ce que je vous ai montré, c'est ce qui permet de choisir des lois, c'est ce qui permet d'élire des personnes. Voilà, donc moi, ma conclusion, donc une conclusion très personnelle, en tant que citoyen et contribuable, c'est que le e-voting, tel que c'est fait aujourd'hui à Genève, ça ne sert à rien, à part dépenser de l'argent. C'est moins sécurisé que le papier. Voilà, le vote par correspondance me paraît d'un meilleur niveau de sécurité. Le seul avantage que je vois au e-voting, c'est pour les Suisses de l'étranger, parce que ce n'est pas évident de leur envoyer en temps et en heure les papiers pour qu'ils puissent voter, que ça revienne après en Suisse. Voilà, c'est le seul avantage. Mais ça doit concerner, je ne sais pas, et voilà, on a très peu de votants, et à l'étranger, je pense qu'il y a peu de Suisses qui votent. Je ne sais pas combien de personnes ça représente, ça doit être quelques milliers, donc dépenser des millions juste pour quelques milliers de personnes, voilà, ça ne me paraît pas forcément une très bonne idée. J'ai juste 3 petites choses encore. Donc j'ai fini ma présentation, mais j'en profite pour faire passer 3 messages. Je voudrais d'abord remercier Flora, ma collègue, enfin mon ex-collègue, qui a travaillé avec moi pendant presque une dizaine d'années. Voilà, puis qui est parti vers d'autres aventures. Voilà. La deuxième chose, je voudrais juste... Excusez-moi, je suis un peu ému. Bon, je ne pourrais pas le dire.
Tout d'un coup, c'est impressionnant d'être devant vous, là. Vous êtes quand même assez nombreux. Voilà, ça, c'est mes coordonnées. Et puis, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup Sébastien pour cette conférence. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que c'est purement une dépense d'argent et que c'est inutile. Parce que la Suisse, en matière de démocratie, notamment populaire, est un peu plus en avance que beaucoup d'autres pays européens. Je pense notamment au référendum d'initiative populaire. Et il faut bien que quelqu'un commence un jour à faire une expérimentation. Donc même si l'expérimentation n'est pas tout à fait concluante, on peut au moins noter que ça se mérite de vouloir essayer de nouvelles manières de faire. Et que donc on est à la fois effectivement dans l'expérimentation, mais on est dans l'expérimentation concrète. On n'est pas en train de faire des commissions qui engagent des sous-commissions pour faire des rapports qui au final ne débouchent sur rien, comme ça peut être le cas malheureusement dans d'autres pays. Voilà, donc simplement une petite remarque, je ne suis pas tout à fait d'accord, ce n'est pas tout à fait inutile, ça permet au moins d'avoir un sujet pour une conférence aujourd'hui. Tout à fait. Bon, j'ai bien mis que c'est mes conclusions très personnelles. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt conservateur, donc j'aime pas trop quand on dépense l'argent public. Je serais d'accord avec toi si c'était privé. Voilà, moi, ça me gêne parce que c'est le public qui le fait. Maintenant, c'est clair que c'est aussi le rôle du public d'impulser des choses, de créer un espace économique. Voilà, je suis un peu méchant avec eux. Je ne suis pas aussi tranché que ça dans la réalité. Mais en tout cas, la façon dont ça a été fait, puis c'est quand même depuis 2003, ça fait 10 ans. Voilà, moi, je trouve ça un peu léger. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions pour Sébastien dans l'assistance de l'audience? Oui, une question là-bas. Donc ces questions-là en français, hein, dans le cadre de cette conférence en français. Bonjour, j'aurais voulu savoir ce que vous pensiez des autres systèmes, notamment open source, qui commencent à arriver au niveau de l'e-voting. Par exemple, je pense à Helios, qui est en ce moment en train de faire un petit buzz sur la toile, où il y a beaucoup de gens qui en parlent. Donc, est-ce que vous avez des idées sur ces autres systèmes? Alors, le problème, c'est que moi, je ne travaille pas dans ce domaine. Et puis, pour pouvoir étudier les systèmes de e-voting, il faut être soi-même électeur ou avoir accès à quelqu'un qui est électeur. Donc voilà, je ne connais pas ces autres systèmes. J'ai lu pas mal de littérature voilà, pour faire mon lab et sur un peu tout ce qui se dit. Bon, tout est apparemment très expérimental, mais sur le cas concret que vous donnez, non, ça, je n'ai pas d'informations, je n'ai pas d'idée. Désolé pour la réponse, j'imagine qu'il ne sera... Mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Question suivante, je te passe le micro. Ouais. Voilà, je m'attends au pire parce qu'il est suisse, alors. Oui, forcément. Et je m'occupe des élections aussi pour certaines choses. J'ai une question toute simple, Sébastien. Je voulais savoir si éventuellement, dans le futur, dans l'avenir, tu pourrais proposer des choses, nous aider éventuellement là-dessus. J'ai pas mal d'idées. Et est-ce que tu as des idées en tête pour améliorer tout ça? Alors, j'ai entendu dire, par toujours des informations publiques, qu'ils étaient en train de revoir le système de e-voting. En fait, j'ai dit que c'était expérimental. C'est expérimental dans le sens que toute la population n'est pas autorisée à utiliser le vote électronique. La Confédération l'interdit, mais ils veulent doubler le nombre de votants. Et ils doivent pour ça remplir un certain nombre de critères de sécurité qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que j'ai montré. Donc, je pense qu'on pourra toujours attaquer. Mais voilà, ils sont en train de revoir ça. Ils revoient ça avec des gens que je connais et qui me paraissent tout à fait intéressants. Mais moi, personnellement, voilà, moi, je suis un citoyen, je suis hacker, j'aime bien voir comment les choses marchent. Maintenant, travailler dans ce domaine, non, pas plus que ça. Et puis, en fait, je ne voudrais pas me retrouver dans la situation du rapport du docteur Opliger, qui a écrit quelque chose qui, moi, me paraît très intéressant et qui, visiblement, a été mis dans un tiroir. Voilà, c'est très, très frustrant, ce genre de situation. Merci. On a une autre question ici. Merci Sébastien. Alors la question, elle n'est pas totalement sur la partie e-voting, mais plutôt une composante. Tu dis que tu es cyberféministe. J'aimerais bien savoir à quoi ça correspond. Non, là, il faudrait un autre talk pour ça. J'ai déjà soumis l'année dernière, mais ça n'a pas été pris. Voilà, c'est un autre sujet. Sa question, c'était où sont les femmes? C'est la question. Y a-t-il une autre question?
Là-bas, on a une question. J'arrive. Bonjour. Je voulais juste savoir si on arrive déjà à infecter la machine du client, pourquoi passer par la fonction modifier et non pas passer directement le vote? J'ai pas entendu la fin de la question. Si on arrive déjà à infecter la machine du votant, pourquoi passer par la fonction modifier et non pas modifier le vote directement dès la première fois? Ben, en fait, il faut trouver un moyen que l'image qui est affichée, le code de contrôle qui est affiché, corresponde à un vote et que le virus, en fait, envoie un autre vote. Voilà. Moi, ce qui m'a paru le plus simple, c'est d'utiliser la fonction modifier. Ce n'est pas la seule possibilité, mais c'est vraiment le plus simple parce que c'est un peu déjà fait. Voilà. Mais s'il n'y avait pas ce bouton modifier, on pourrait peut-être encore attaquer, mais ce serait un petit peu plus compliqué. Merci. Y a-t-il une autre question? On a encore 2-3 minutes pour des questions. C'est un sujet qui est intéressant, je pense qu'il faut en profiter. On a une question là-bas. Oui, bonjour. Personnellement, je pense que le e-voting n'a pas été mis en œuvre ou conçu pour améliorer le taux de participation des électeurs à quelque votation que ce soit en Suisse, en France ou ailleurs, mais c'est certainement, mon avis tout à fait personnel, la facilité au niveau du dépouillement et de l'obtention des résultats. C'est un des aspects, mais pour ce qui est du e-voting à Genève, un des critères, une des espérances, c'était d'augmenter le nombre de votants. Ça c'est pour le faire vendre. En fait, quand le vote par correspondance a été introduit à Genève, ça a énormément augmenté le nombre de votants et il y avait l'espoir que ce soit pareil. Mais ce n'est pas la seule chose. Évidemment qu'on peut réduire le temps de dépouillement d'un facteur assez important. C'est quasiment instantané. Moi, ce qui me gêne aussi dans le e-voting, c'est le fait, si vous avez un bureau de vote, vous avez des scrutateurs. Quel est l'équivalent des scrutateurs avec le vote électronique? Comment on recompte les voix? On a, je pense, tous en souvenir de ce qui a pu se passer donc, assez récemment en France avec l'UMP, un peu plus lointain avec George Bush lors de sa réélection. Voilà, en Suisse, on a de la fraude, on n'en a pas énormément, mais dans 10 ans, on peut très bien se retrouver avec de la fraude. Et comment on va faire? On doit de plus en plus faire confiance aux informaticiens. Voilà, faire confiance à des informaticiens qui mettent leur nom dans les sources. Voilà, moi, j'ai un petit peu de mal avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un système. En tant que citoyen, je ne m'attends pas à un système parfait, mais quand même un petit peu mieux que ça, et pas pour le prix que ça a coûté. Y a-t-il d'autres questions? Non, c'est bon pour tout le monde? Merci beaucoup Sébastien.